Réalité professionnelle. Réalité professionnelle, votre magazine qui a pour mission de éradiquer les taux élevés des chômages en République démocratique du Congo. Réalité professionnelle connaîtra la participation des experts de plusieurs domaines de la vie pour informer et former les étudiants qui finissent les études sur les stratégies à trouver de l'emploi, car la plupart des offres qui sont publiées ne correspondent pas avec la formation reçue à l'université. Réalité professionnelle avec un invité permanent, M. Alain Poutou, directeur des ressources humaines et expert en insertion professionnelle. Pour tout contact, 082 53 916. Réalité professionnelle, chaque mercredi à 20h et en rediffusion vendredi à 10h sur KUN 24 FM. 87.6, la fréquence agréable. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de plus de la confiance que vous ne cessez de témoigner à cette émission Réalité professionnelle. Comme nous vous l'avions dit la fois passée, cette émission a été conçue après une réelle constatation de difficultés de jeunes universitaires de trouver un emploi décent. Ils finissent les études, mais ils ont toujours des problèmes de trouver un emploi. Ils sont toujours au chômage. C'est comme cela que nous nous sommes résolus de pouvoir animer cette émission avec un expert de ressources humaines qui va devoir apporter quelques éclairages sur la manière dont un jeune peut arriver à trouver de l'emploi. La fois passée, nous avons parlé de la problématique de l'insertion professionnelle de jeunes diplômés après l'université. Nous avons épinglé les difficultés de cette insertion professionnelle qui sont dues à certaines causes, entre autres l'inadéquation entre les filières organisées par les universités et les offres d'emploi sur terrain. Une autre cause, c'était aussi la mauvaise analyse des offres qui sont publiées. Et une autre cause, le fait de focaliser la recherche d'emploi au poste correspondant à ce qu'on a fait à l'université. Et puis ensuite, l'exigence des années d'expérience dans les offres. Et il y a aussi le découragement par le système parapluie. Vous savez bien ce qui se passe dans notre pays pour trouver de l'emploi. Il y a des systèmes de parapluie. Cela aussi décourage les demandeurs d'emploi. Et il y a aussi la mauvaise présentation du dossier de candidature. Et ensuite, il y a l'absence d'une valeur ajoutée au diplôme d'université. Nous sommes toujours dans cette émission avec notre invité permanent qui est M. Alain Poutou. Je rappelle qu'il est directeur des ressources humaines et formateur au centre de formation d'appui à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle que je vais devoir saluer. Salut M. Alain. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre deuxième invitation à cette émission. Merci. Et je salue tous les auditeurs de KUN 24 et surtout ceux qui sont abonnés au magazine Réalité professionnelle. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Alors, monsieur le directeur des ressources humaines, je venais de parler de la problématique de l'insertion professionnelle de jeunes diplômés après l'université. C'était notre thème de la fois passée. Et nous continuons sur cette même lancée. Alors, vous êtes directeur des ressources humaines. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire par mauvaise présentation du dossier? Parce que nous avons épinglé les différentes causes, entre autres cette mauvaise présentation du dossier. Vous, en tant qu'expert en ressources humaines, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que vous pouvez dire par mauvaise présentation du dossier? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de votre question pertinente. Quand on parle de la mauvaise présentation du dossier, il faudrait que les auditeurs retiennent ceci. Lorsqu'il y a offre d'emploi, lorsqu'il y a vacance de postes, la personne intéressée par l'offre ou la personne intéressée par le poste, généralement les chercheurs d'emploi ou jeunes universitaires, qui trouvent une offre d'emploi sur Média Congo ou affichée aux valves d'une ONG internationale ou d'une entreprise, il y a ce qu'on appelle les éléments constitutifs du dossier. Ces éléments, monsieur le journaliste,
sont des outils du marketing personnel que les chercheurs d'emploi est censé bien présenter lorsqu'il doit répondre à une offre d'emploi ou à une vacance de poste. Généralement, ou très souvent, ce que nous constatons, c'est que les gens ne savent pas comment préparer les dossiers de candidature. Et si le dossier de candidature n'est pas bien présenté, ça vous diminue la chance d'être embauché. Les recruteurs, lorsqu'il va recevoir votre candidature, après l'avoir analysé, il va constater que vous n'avez pas les profils qu'il faut ou vous n'avez pas présenté votre candidature au standard, au format dont il est habitué à recevoir, ou votre candidature ne le permet pas de se faire une idée sur vous ou sur ce que vous êtes. Alors, puisque vous avez la matière, vous êtes directeur des ressources humaines, d'après vous, que doit contenir un dossier de candidature et comment doit-il être présenté? Parce que je sais que ça ne s'apprend pas à l'université tout cela. Mais vous avez quand même l'expertise. Essayez un peu de donner quelques lumières à ce sujet. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, comme j'ai l'habitude de le dire, la découverte facilite la récupération. Il faudrait que les chercheurs d'emploi comprennent ce que je veux dire. Vous avez l'offre. Oxfam, Handicap International, Médecins sans frontières, Caritas, Vision mondiale, Programme alimentaire mondial. Cherche un logisticien qui sera basé à Goma, ou Action contre la faim recrute un assistant administratif et financier basé à Kinshasa. Dans l'offre d'emploi, il y a 3 parties. La première partie de l'offre, c'est l'objectif du poste, le but pour lequel le recrutement est lancé. À cela, on ajoute la présentation du recruteur ou de l'ONG qui recrute. La deuxième partie de l'offre, c'est les responsabilités de poste ou les rôles, les attributions, les tâches. C'est que la personne fera au quotidien, au bureau, lorsqu'il sera au poste. Troisième partie de l'offre, c'est ce qu'on appelle les profils de poste ou les exigences du poste, les qualités requises, les compétences techniques, les savoir-faire. Alors, vous êtes chercheur d'emploi. Très souvent, les gens ne prennent pas le temps d'analyser l'offre, de comprendre les contours de l'offre. Ce qui les intéresse, c'est le titre du poste, la date à laquelle l'offre sera retirée du site, ou la date de clôture de dépôt de candidature, et les documents à fournir. Alors, ils oublient que pour bien présenter un dossier de candidature, la première étape, c'est d'abord l'analyse des termes de référence de l'offre. Comment analyser ça? Voilà, je vous ai dit, il faut d'abord comprendre le but ou l'objectif pour lequel le poste est publié. Les missions ou la vocation de l'ONG qui a publié l'offre. Par exemple, c'est Oxfam. Vous devez savoir c'est quoi Oxfam.
Oxfam travaille avec les fonds de quel bailleur? Qui sont ses partenaires d'exécution? Ils sont en RDC depuis quelle année? Ils interviennent dans quel secteur et ils sont présents dans combien de provinces? Tous ces détails sont compris dans l'offre. Oui. Si vraiment vous avez un recruteur sérieux, il doit, n'est-ce pas, les intégrer. Maintenant, après les avoir compris, vous avez ce que les gens appellent généralement les job description. La description de poste. Les responsabilités de poste, les tâches de poste. Vous devez prendre le temps pour analyser tâche par tâche et bien les comprendre. Autrement, vous allez passer à côté. Il faut bien comprendre les tâches du poste, bien comprendre les responsabilités du poste. Parce que ça, c'est ce que vous ferez au quotidien. Si c'est vous qu'on va embaucher, c'est ce que vous allez faire tous les jours de votre contrat de travail. Donc, c'est important que la personne qui cherche de l'emploi prenne suffisamment du temps, que ces gens qui cherchent de l'emploi prennent suffisamment du temps pour bien comprendre les responsabilités, les rôles du poste. Vous êtes assistant logisticien, vous aurez comme tâche, entre autres, le suivi des commandes auprès des fournisseurs, mais pour y arriver, vous devez connaître ce qu'on appelle les procédures d'achat pour arriver à faire l'achat des équipements, des fournitures ou des matériels. Il y a la procédure. Et la procédure ici dépend d'une organisation à une autre ou d'un bailleur de fonds à un autre. Vous pouvez voir par exemple certains bailleurs qui vous disent si vous voulez effectuer l'achat d'un équipement qui coûte à partir de $1000, il faut récolter au préalable 2 factures pro forma de 2 fournisseurs différents. Vous devez faire l'analyse des cotations jusqu'à établir les PV de sélection du fournisseur. Il y a les bons de commande. Toutes ces étapes-là, c'est les bailleurs de fonds qui vous exigent ça. Ils veulent la transparence, ils veulent se rassurer que la procédure a été respectée. Alors ça, c'est dans l'offre. Mais vous avez la troisième partie, c'est que j'ai appelé les profils des postes. Dans les profils, vous allez trouver par exemple les niveaux d'études. On peut vous dire, les personnes intéressées par ces postes doivent être au départ des diplômés universitaires en sciences économiques et gestion, en management, en droit, en comptabilité, en sciences politiques et administratives. Il doit avoir une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans une ONG internationale et au même poste ou à un poste similaire. Il doit être capable de travailler sous pression, travailler en équipe. Il doit avoir un sens de communication. C'est une personne qui peut travailler dans un environnement multidisciplinaire. Maîtrise de l'outil informatique. Ou environnement de conflit, par exemple, Est. Il doit avoir la maîtrise de l'outil informatique. Microsoft Office, les Word, l'Excel, les PowerPoint. Il doit connaître l'Internet. Il doit être discret, dynamique, proactif, capacité à faire des analyses, capacité à négocier. Et vous trouverez quelque part, ils vont vous dire, les personnes intéressées par ces postes doivent soumettre leur candidature aux responsables des ressources humaines à l'adresse mail ci-dessous, et le dossier de candidature doit comprendre un CV détaillé et actualisé avec 3 personnes de référence, une lettre de motivation qui ne peut pas dépasser 1 page. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Ça, c'est le contour de l'offre. Ça, c'est l'analyse du poste. Maintenant, après avoir fait cette analyse, la personne va se mettre pour préparer ses outils de communication personnelle.
la personne va se mettre pour préparer son dossier de candidature. Maintenant, les CV détaillés, actualisés avec 3 personnes de référence, sera rédigé en fonction du profil de poste que je venais de vous lire ici. Pas de n'importe quelle manière. La lettre de motivation, qu'on ne doit pas confondre avec la demande d'emploi, sera aussi également rédigée en tenant compte des responsabilités du poste et les profils requis. C'est comme ça, je vous ai dit, ceux qui me suivent, s'ils sont sincères, la manière dont les gens rédigent leur dossier de candidature ne correspond pas à la philosophie du poste. Mais à qui la faute s'ils ne maîtrisent pas ça? Correspond pas à l'offre d'emploi. Vous serez même étonné, messieurs les journalistes, lorsque nous recevons des candidatures, quand il y a un poste, récemment nous avons publié l'offre pour le recrutement d'un comptable et d'un chef du personnel. Nous avons reçu plus de 700 candidatures sur Média Congo ici, plus de 700. Mais quand vous prenez le temps d'analyser candidature par candidature, mais parfois vous vous posez des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ces gens qui cherchent de l'emploi savent au moins que tout ce qu'ils écrivent ici, ça n'intéresse pas les recruteurs? Est-ce qu'ils savent au moins qu'ils sont à côté de la plaque par rapport aux candidatures qu'ils envoient? Mais malheureusement, par obligation des réserves, par rapport à la déontologie de mon poste, je ne suis pas censé téléphoner chaque candidat pour lui dire pourquoi est-ce que sa candidature n'a pas été retenue. Vous me comprenez? C'est très important. Et j'aimerais vraiment que les auditeurs qui nous suivent comprennent ce que je suis en train d'expliquer. Est-ce que vous avez toujours été à la hauteur de votre sélection? Parce que souvent on critique la sélection dans le recrutement. Je vous assure, le processus du recrutement doit être objectif et non sélectif. C'est important. Il ne faut pas faire ça de manière subjective. Il faut que ça soit objectif. Vous devez prendre le temps d'examiner, de lire candidature par candidature. Et lorsque vous êtes en train de faire cette présélection, vous devez comparer les candidatures reçues au profil du poste. C'est sur base de ça que vous pouvez maintenant avoir une liste de candidats présélectionnés pour dire oui, sur 800 qu'on a reçus, au moins 10 correspondent au profil et c'est eux qu'on va convoquer pour les tests et les interviews. Donc le problème, ceux qui postulent ne savent pas comment postuler. Et c'est pour cela que j'encourage des émissions comme la vôtre ici, qui a pour vocation de sensibiliser ceux qui cherchent de l'emploi à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la chance d'embauche. Donc, si vous n'avez pas bien fait l'analyse de l'offre, il vous sera difficile de bien préparer votre dossier de candidature. Parce que ce que les gens doivent retenir, c'est qu'à chaque poste, à chaque offre, correspond un CV et une lettre de motivation. Au lieu d'avoir un CV figé, déjà imprimé en plusieurs exemplaires, à chaque fois qu'on vous apprend qu'il y a une opportunité d'emploi quelque part, soit l'inspection générale des finances qui recrute, ou c'est Action contre la faim, Association de santé familiale, Handicap international, Christian Aid, MEMISA, Medicus, WWF qui recrute, vous prenez les mêmes CV, vous partez déposer. Si c'est qu'une 24 qui recrute, c'est le même CV que vous déposez. Non. Donc non. À chaque poste correspond... À chaque fois que vous postulez, vous devez actualiser votre CV et votre lettre de motivation. Ça, il faudrait que les auditeurs retiennent ça. Alors, Monsieur Alain, directeur des ressources humaines, après avoir bien analysé les offres, comme vous venez de le dire, et qu'on estime n'avoir pas le profil exigé par le recruteur, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On s'arrête
ou on répare à la case de départ pour chercher ce qu'il faut faire à l'université, ou soit vous abandonnez tout simplement la recherche de l'emploi? Non, on ne peut pas abandonner la recherche d'emploi. Vous comprenez? La fois passée, je vous ai dit, à mon avis, dans chaque institution supérieure et universitaire, on devrait avoir des conseillers en insertion professionnelle qui reçoivent les étudiants qui viennent s'inscrire pour les orienter sur le choix d'une filière. J'ai eu la chance de fréquenter une des nations. J'étais surpris, et ça j'ai trouvé ça vraiment étrange. C'est le système qui nous manque ici. C'est bien écrit faculté d'économie. Il y a une flèche à gauche, on dit département de recherche. Une autre flèche à droite, on dit département professionnel. C'est-à-dire vous êtes tous aux facultés d'économie. Mais l'autre fait le département de recherche, c'est-à-dire les gens qui peuvent travailler au bureau d'études et planification. Mais l'autre fait département professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut mettre au bureau comme assistant financier, comme comptable, comme auditeur interne, comme analyste financier. Mais chez nous ici, on est généraliste en tout. C'est-à-dire, on nous apprend tout comme dans une moule. Vous êtes licencié en économie. C'est vague. On doit avoir des spécialisations. On doit avoir la concentration. On doit avoir la spécificité. Malheureusement, nous sommes dans un système éducatif, comme je l'ai toujours dit, obsolète. Un système bâclé qui ne tient même pas compte de l'évolution du marché de l'emploi. Mais maintenant, pour augmenter la chance d'embauche, il faut d'abord bien faire le choix d'une filière. Choisir une filière qui correspond aux opportunités du marché. Ça, c'est important. De deux, il ne faut pas chercher de l'emploi à la sortie de l'université. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent. Avoir une qualification ne garantit pas l'emploi. Mais le diplôme qu'on exige pour être embauché, mais il faut d'abord l'avoir. Oui, ça c'est l'une des exigences de la législation du travail. Où on vous dit par exemple, un licencié devrait avoir tel grade. Oui. Ça c'est juste pour se conformer aux exigences de la législation de quoi? Du travail. Mais lors de la sélection, ce n'est pas le diplôme seul qui est un facteur qui peut faire à ce que la personne puisse être retenue. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs éléments. Donc, nous conseillons toujours aux gens d'éviter de postuler à la sortie de l'université. Les jours où vous aurez la chance, messieurs les journalistes, de vous retrouver au service du personnel ou à la direction des ressources humaines, vous allez me donner raison de ce que je vous dis ici. Vous recevez des universitaires licenciés avec mention distinction. Vous êtes dans une réunion. Vous lui dites, monsieur ou madame, vous allez me produire les comptes rendus de cette réunion. Mais lorsque il vous les présente, vous devez refaire le travail. Parfois vous posez la question, mais il nous a servi à quoi? Donc, c'est tellement difficile qu'à la sortie de l'université, que la personne soit capable de produire. Parfois, lui-même, il vous pose la question, mais je vais commencer par où? Mais monsieur, vous êtes licencié en sciences commerciales et financières. Vous êtes licencié en psychologie du travail. Licencié en droit. Mais, ce n'est pas au fait de sa faute. Lui, on lui a donné une formation. Il est étudiant en droit, il a les cours de sida, il a les cours de l'histoire de l'église, il a les cours de philosophie, il a les cours de l'histoire du Congo. Mais, c'est-à-dire, la formation n'est pas adaptée à ce qu'on fait au bureau. Bon. Et lorsque lui, maintenant, il va chercher de l'emploi, il a des difficultés. Parce que le recruteur a besoin de quelqu'un qui doit produire immédiatement. Alors, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est imprudent de se mettre à chercher de l'emploi aussitôt terminer les études universitaires. Normalement,
entre le moment où vous êtes collé, où vous avez décroché votre diplôme universitaire, Oui. et à la période où vous devez être dans un bureau, il faut laisser un délai de 6 mois. C'est-à-dire, pendant cette période de 6 mois, on appelle ça la période de l'intégration professionnelle. Qu'est-ce que vous devez faire comme activité? Et c'est connu dans notre pays. Cette période est connue et enseignée. C'est pas connu. C'est pas connu. C'est pas de ma faute. C'est à l'université d'expliquer. De dire aux étudiants que nous vous formons, c'est pour la réflexion. Mais parce que peut-être... On vous ouvre la tête. Mais la vie professionnelle, c'est la pratique. Donc l'université est faite pour la réflexion. Ça vous permet de savoir bien réfléchir. Mais l'université, notre système éducatif, n'a pas été conçu pour la profession. Mais parce que les étudiants qui finissent sont déversés dans les différentes entreprises publiques. Ils sont déversés où? Ici. Mais ceux qui travaillent à la DGI, à la DGRAD, ce sont des produits de l'université, mon cher. Monsieur le journaliste. Parce que vous êtes trop focalisé sur les ONG internationales. Non, mais je vais être réaliste. Je vais être réaliste. Vous êtes journaliste. Vous avez l'ordinateur ici en face de vous. Il y a la connexion Internet. Allons-y seulement sur Média Congo. Vous allez voir l'offre de la DGI. Mais ceux qui travaillent à la DGI viennent d'où? Ils viennent des universités, bien sûr. Oui. Mais la grande partie sont des gens qui viennent de l'école des finances. Pourquoi? Parce que la formation de l'école nationale des finances, c'est une formation taillée pour les agents de l'État, pour les régies financières, par exemple. Mais ce n'est pas à l'université qu'on apprend à quelqu'un comment devenir vérificateur des impôts. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'État recrute. Mais la fréquence de recrutement à la fonction publique n'est pas la même que dans les secteurs privés. Je vous ai dit, on recrute. On a l'école nationale d'administration, ENA. Mais combien de personnes que ENA reçoit entre ceux qui sont formés par ENA et ceux qui viennent de l'université? Vous pouvez comparer? Normalement, il devrait même avoir des recensements au niveau de la fonction publique pour identifier les travailleurs. Donc ils finissent les travailleurs qui ont atteint 65 ans par rapport à la loi sur la réforme de la sécurité sociale, que eux prennent leur retraite. Comme ça, on laisse la place à ceux qui viennent de l'université pour remplacer ceux qui vont partir. Mais malheureusement, essayez peut-être de faire une descente dans des entreprises. Vous serez surpris de voir qu'il y a des personnes de plus de 65 ans qui continuent à travailler. Et du coup, ça ne donne pas la possibilité aux jeunes d'intégrer le monde professionnel, surtout au niveau de la fonction publique. Vous comprenez? Ça, c'est important. Mais maintenant, étant donné que la capacité d'accueil est minime, c'est-à-dire entre les postes vacants et le nombre de diplômés que les universités nous déversent sur le marché, on trouve que par année, si on prend des statistiques imaginaires, toutes les institutions supérieures universitaires dans cette ville, par année, elles nous déversent sur le marché, je pense, plus de 5000 diplômés chaque année. Mais posez-vous la question, combien d'offres sur terrain? Ça, c'est d'abord la première question. De deux, la formation que ces 5000 jeunes diplômés ont reçue à l'université correspond-elle aux besoins des offres d'emploi sur terrain? Alors, pourquoi ne pas peut-être réduire le nombre des étudiants finalistes en tenant compte de ceux qui vont les utiliser? De deux, étant donné que la formation universitaire par rapport à notre système actuel n'est pas adaptée aux besoins du marché de l'emploi, alors il faudrait que les universités aient des partenariats avec des entreprises pour que les entreprises disent aux universités quels sont les profils dont elles ont besoin
et que les universités adaptent leur formation par rapport aux besoins des entreprises. Et au niveau de l'université, qu'on essaye un peu de supprimer certains cours qui n'ont rien à voir avec les métiers. Parce que l'université vous donne les normes, mais pour apprendre les métiers, vous devez l'apprendre soit dans l'État, en passant par des formations professionnelles qui correspondent au poste, et des stages professionnels, même si ces stages ne sont pas rémunérés. Au moins, ça vous permet d'apprendre les métiers. Ça, c'est important. Mais que de s'hasarder parce qu'on est titulaire d'un diplôme universitaire, du coup, on postule, mais on n'aura pas la chance d'être embauché à moins que quelqu'un vous amène par la main. Donc, les 6 mois ici doivent permettre pour faire la reconversion et la conversion. C'est-à-dire suivre des formations professionnelles supplémentaires à votre qualification. Vous devez vous rassurer pendant les 6 mois avoir suivi une formation en assistant administratif, en assistant financier, formation en logistique, formation en suivi et évaluation des projets par exemple. Et vous ajoutez la formation en informatique. Parce que, messieurs les journalistes, lorsque vous arrivez au bureau, le premier jour, vous avez été engagé comme comptable et ils vont vous expliquer ce qu'on appelle les procédures financières internes. Ils vous expliquent les procédures et puis après, une facture tombe sur votre table. C'est la facture des Global ou des Microcom pour l'Internet. On dit aux jeunes universitaires d'exécuter la facture. Monsieur le journaliste, il va prendre le temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire avec cette facture? Quelle est la première étape pour arriver à établir les paiements des KIN 24 par exemple? Parce qu'à l'université, on ne lui a pas appris la procédure d'engagement et de comptabilisation de la dépense. À l'université, on ne l'a pas appris comment émettre un chèque ou comment préparer une demande de paiement à l'interne. Vous comprenez? Alors que de telles informations, vous avez la possibilité de les apprendre lors d'une formation professionnelle. Parce que celui qui donne la formation professionnelle n'est pas le professeur à thèse. C'est un praticien, c'est-à-dire c'est un comptable dans une entreprise qui vient dans une salle de formation donner la formation des comptables, pas la formation en comptabilité. C'est différent. La formation en comptabilité et former un comptable, ce n'est pas la même chose. Alors, monsieur Alain, vous êtes formateur dans un centre de formation. Quel est votre apport par rapport à ces jeunes universitaires? Vous avez un apport à leur donner? Moi, comme personne, ou bien les centres de formation. Vous avez un centre de formation. Tout à fait. En tant que formateur, d'abord, mon apport, c'est le fait que vous m'appelez, vous m'invitez dans votre émission, je viens éclairer la lanterne des chercheurs d'emploi sur les difficultés auxquelles ils sont butés pour trouver de l'emploi. Oui. Je suis directeur des ressources humaines, comme vous m'avez présenté chez les auditeurs, mais je reçois des candidatures. Je participe au processus de recrutement. Je sais dire aux gens pourquoi est-ce que les gens ne sont pas retenus lorsqu'ils postulent. Et le fait d'intervenir ici, c'est une façon d'éclairer aussi les gens à comprendre. Ah bon, c'est ici qu'on commettait des erreurs. Maintenant, dans le cadre de l'apostolat, j'ai accepté volontairement d'animer ce genre de formation parce que la radio, nous sommes liés par le temps. Vous nous accordez 30 minutes, pendant que ce que je vais expliquer, j'ai besoin au moins de 3 heures du temps. Je devrais expliquer aux auditeurs comment présenter un nouveau modèle du CV. Les CV détaillés, les CV actualisés avec 3 personnes de référence. Pourquoi l'appelez-vous nouveau? Pourquoi l'appelez-vous nouveau? Non, mais parce que je l'appelle nouveau parce que les gens sont habitués au CV traditionnel. Une seule page. Qui n'est pas acceptée. Identité, études faites, stage effectué, langue parlée, publication. Je certifie sur mon honneur que ces renseignements fournis ici haut sont sincères et exacts. Fait à Kinshasa, le tel 2020. Il imprime ses CV, c'est une seule page. On lui apprend que Vodacom recrute, c'est le même CV, il tire la copie, il dépose à Vodacom. Son ami lui dit, mais je viens de voir une offre d'emploi affichée
sur les valves de ONU-SIDA, il prend le même CV, il va déposer chez ONU-SIDA. Alors que le nouveau modèle du CV prévoit même quelques rubriques. Par exemple, il y a la rubrique sur les compétences. Dans le CV, vous devez vous-même préciser vos compétences. Je suis licencié en droit, licencié en économie, mais je suis compétent en quoi? Je peux travailler dans quel poste? Ça, vous devez déjà vous-même préciser ça dans les CV. Ce n'est pas de dire aux recruteurs que non, je suis un universitaire, tout ce que vous pouvez, partout vous pouvez me mettre, je peux travailler. Non, ça montre déjà que c'est quelqu'un qui ne comprend pas comment le monde professionnel fonctionne. Vous comprenez? Alors, en termes d'apport, le fait d'accepter volontairement de faire l'apostolat au centre de formation des prêtres missionnaires de Saint-Paul à la 10e rue Limété, où nous organiserons, déjà c'est samedi, nous allons organiser la formation sur les techniques de la recherche d'emploi et vente des compétences professionnelles. Qu'est-ce que nous allons apprendre aux chercheurs d'emploi ce samedi? D'abord, la rédaction du CV détaillé et actualisé avec toutes les 10 rubriques. En commençant par la première rubrique, détail personnel au lieu d'identité, jusqu'à la 10e personne de référence. Nous allons parler également sur la rédaction de la lettre de motivation, que beaucoup confondent avec la demande d'emploi. La lettre de motivation doit avoir 5 paragraphes. À l'objet de la lettre de motivation, beaucoup de gens avaient l'habitude d'écrire objet ma motivation ou objet lettre de motivation. Non, ce n'est pas ça qu'on met dans lettre de motivation. Vous avez évoqué quelque part ici la problématique des années d'expérience dans le CV. Dans la lettre de motivation, on va expliquer aussi au 4e paragraphe comment contourner les années d'expérience. Nous allons parler également sur les techniques d'interview d'embauche. Comment se présenter à une interview? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être retenu lors de l'interview? Vous pouvez être brillant, intelligent, vous réussissez au test. Le moment de l'interview arrive, vous êtes déclassé. On vous pose la question, par exemple, sur votre prétention salariale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous paye comme salaire? Souvent, c'est une question qui met les gens dans une position embarrassante. Et parfois, ils perdent même les postes par rapport à cette question. Et on va aussi expliquer aux gens, lors de la formation de ce samedi à 10h, comment répondre à cette question. Alors, lorsque cette formation sur les techniques de la recherche d'emploi, rédaction CV, lettre de motivation, technique d'interview, ça va prendre une seule journée. Et qui sont concernés? De 10h à 15h. Qui sont concernés? C'est toute personne qui est à la recherche d'emploi. Ça, c'est la première catégorie. Et les conditions? La deuxième catégorie, c'est les parents qui ont financé les études supérieures universitaires à leurs enfants et malheureusement, ces enfants ont du mal à trouver de l'emploi. Troisième catégorie, c'est les pasteurs des églises. Parce qu'on laisse croire aux gens que la prière seule suffit, alors que la Bible dit à la fois ajouter aussi la connaissance. Comme ça que les pasteurs aussi apprennent ces enseignements pour aussi enseigner dans leurs églises les principes bibliques de la recherche d'emploi. Alors, c'est très important. Les invitations, les conditions. Vous savez que c'est un couvent de prêtres. Il y a des séminaristes, il y a une maison de formation. On ne veut pas déranger les jeunes en formation. Les grands séminaristes sont là. Les gens ont besoin de réfléchir parce que c'est un couvent. Le Père Jacques a demandé à ce que je dise à tous les auditeurs de passer à la 10e rue Limété industrielle au couvent des prêtres missionnaires de Saint-Paul qui est tout juste avant le centre hospitalier Promédis. Vous arrivez de lundi à vendredi de 10h à 18h pour retirer l'invitation. On ne vous demande rien pour retirer l'invitation. Vous venez au couvent des prêtres missionnaires de Saint-Paul, vous dites je suis venu chercher l'invitation pour le séminaire du samedi. Et le samedi, vous venez à 10h juste. Vous prenez cette invitation, vous présentez ça à l'agent de sécurité. Lui va vous montrer la salle où la formation va se tenir, au lieu d'aller déranger les séminaristes qui sont en train de réfléchir. Lorsque cette formation du samedi prendra fin, il sera organisé une série de formations modulaires à vocation non académique, et ça sera de 17h à 19h30. La formation en logistique,
monitoring, suivi et évaluation, assistant au programme, assistant administratif et la comptabilité des ONG, donc la formation d'assistants financiers des projets. Les numéros de contact, oui, c'est les 082 53 9 0016 082 53 9 0016. Merci beaucoup, Monsieur Alain Poutou. Je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines dans une entreprise de la place et également formateur au centre de formation d'appui à l'entrepreneuriat et insertion professionnelle de jeunes universitaires. Et vous avez répondu par l'affirmative à notre invitation. Vous êtes situé, votre centre est situé à la 10e rue Limité industrielle dans les concessions de prêtres de Saint-Paul, de missionnaires de Saint-Paul, c'est ça? Exactement. Donc, les derniers mots pour moi, c'est d'inviter tous ceux qui sont à la recherche d'emploi de ne pas se décourager. Dire qu'il n'y a pas d'emploi, c'est pas vrai. Il faut simplement avoir les profils que les marchés de l'emploi cherchent. Donc, qui ne se découragent pas, qui viennent récupérer l'invitation au couvent Saint-Paul pour qu'ils viennent les samedis à 10h participer à cette formation. Et j'invite tous ceux qui ont leur modèle de CV entre leurs mains, qu'ils amènent ça les samedis pour qu'à l'issue de la formation du samedi, qu'ils sortent au moins avec un CV actualisé et un CV mis à jour. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci à l'équipe technique, merci à vous, merci à moi-même. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de Réalité professionnelle. D'ici là, portez-vous bien. Réalité professionnelle. Réalité professionnelle, votre magazine qui a pour mission de éradiquer les taux élevés de chômage en République démocratique du Congo. Réalité professionnelle connaîtra la participation des experts de plusieurs domaines de la vie pour informer et former les étudiants qui finissent les études sur les stratégies à trouver de l'emploi, car la plupart des offres qui sont publiées ne correspondent pas avec la formation reçue à l'université. Réalité professionnelle avec un invité permanent, M. Alain Poutou, directeur des ressources humaines et expert en insertion professionnelle. Pour tout contact, 082 53 916. Réalité professionnelle, chaque mercredi à 20h et en rediffusion vendredi à 10h sur Kin 24 FM. 87.6, la fréquence agréable.